صحفية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجزائر العاصمة بمنتدى ديكا نيوز بالجزائر. هذه الندوة سيترأسها فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان. فنترككم الآن مع كلمة فاروق قسنطيني. La presse, quand elle est libre, la presse indépendante, et quand elle agite les idées. Parce que moi, la presse d'argent, elle ne m'intéresse pas. La presse faite avec des titres racoleurs pour vendre du papier, à mon avis, c'est dégradant. Mais la presse qui fonctionne sur des idées, ça c'est une presse qui est extrêmement intéressante, qui est extrêmement utile pour la démocratie et pour la société dont elle fait partie. C'est pour ça que lorsque je suis invité par la presse, et notamment par un journal respectable comme l'est Deka News, dont je suis un lecteur assidu, et que j'ai quotidiennement l'occasion de vérifier le sérieux de l'information qu'il diffuse, je viens avec plaisir pour échanger avec les uns et les autres et exposer les idées qui sont les miennes, pas personnellement, mais qui sont celles de la commission qui travaille et qui réfléchit sur les droits de l'homme. Ce n'est pas quelque chose de facile que de réfléchir à longueur d'année sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une matière extrêmement difficile, extrêmement délicate et extrêmement sensible. Extrêmement sensible. Donc, on a besoin nous-mêmes de nous exprimer, de nous expliquer, parce que souvent, peut-être que nos positions sur telle ou telle question peuvent paraître équivoques, et il faut absolument les expliciter de façon à les rendre claires et les défendre lorsqu'il faut les défendre et les faire prospérer lorsque elles emportent l'adhésion des uns et des autres. Donc, ce genre de rencontre, moi personnellement, je me suis jamais soustrait. Et je vais vous dire, depuis que je suis à la tête de la commission, ça fait 12 ans, je n'ai jamais refusé une interview, même par téléphone. Je n'ai jamais refusé une invitation journalistique, même si souvent mon emploi du temps ne le permet pas, parce que je me fais un devoir, d'abord de respecter la presse, ensuite de communiquer, ensuite de m'expliquer. Ensuite de m'expliquer sur ce que je fais, sur ce que je pense, et essayer de persuader, de convaincre mes auditeurs, ou là ceux qui m'interrogent, de telle ou telle position, sur tel ou tel problème. C'est très important et c'est comme ça, à mon avis, que les choses doivent se passer dans tous les secteurs. Ce dont on souffre dans notre pays, c'est un défaut de communication. Qu'est-ce qui est reproché à nos ministres? Je le dis amicalement à leur égard, moi je ne les attaque pas. C'est de faire de la rétention en matière d'information. Souvent, les journalistes me disent, m'interrogent sur des questions qui concernent tel ministère ou tel ministère. Vous me dites, adressez-vous à tel ministère, aux affaires étrangères, à l'intérieur, à la justice. Non, on ne peut pas, on n'a pas. Il n'y a pas de feedback. Moi, j'ai pas ils m'interrogent souvent sur les statistiques. Moi, je n'ai pas les moyens de rassembler des statistiques. C'est tel et tel ministère qui doit vous les donner parce qu'il en est en possession de ces statistiques. Et non, ils ne nous répondent pas. Moi, je considère que c'est de la rétention d'informations. Et ça, c'est très mauvais. On n'a pas à retenir l'information. Tout doit être dit parce que l'Algérie, c'est une maison de verre et les ministères, c'est des institutions en verre où tout doit être transparent, tout doit être clair, n'ont rien à cacher. Pourquoi voulez-vous que l'on cache quoi que ce soit? Pourquoi? L'État, c'est une institution extrêmement honorable. Pourquoi voulez-vous qu'elle cache ses activités? N'a rien à cacher. L'État doit s'expliquer sur tout et être transparent et être accessible à tout moment à toutes les catégories de citoyens et surtout à toutes les questions susceptibles de faire l'objet d'une interpellation à son endroit. Donc c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est très simple. Nous avons ici dans ce pays des hommes et des femmes capables de faire tout ça. Ils sont très capables de faire tout ça. Pourquoi on ne le fait pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je souhaite que les choses se renversent et que cette situation cesse et que l'on puisse être informé sur telle ou telle question tout de suite et immédiatement et d'une manière sérieuse. Je vais vous prendre un exemple qui m'a personnellement beaucoup chagriné. Il y a l'année dernière, sur les événements l'incendie الصحراء اللي حرقوا فيها ماشي غداير نو
Tigane. Vous savez quelle était l'agence qui a donné la première information sur Tigane? C'est une agence mauritanienne. Comment? Une information nationale, importante, fondamentale. Il faut qu'une petite agence mauritanienne soit la première à donner l'information. Moi, je me suis senti humilié. C'est un problème algérien. Nous sommes un pays, l'Abesbina, nous avons des hommes et des femmes l'Abesbina, nous avons des agences d'information qui sont compétentes et qui sont capables. On ne va pas attendre les informations qui nous viennent de l'extérieur. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'il faut que les choses changent. Parce que c'est ça le principe de la démocratie, c'est l'échange. C'est l'échange. Il faut que et les uns et les autres soient informés, et il faut que les hommes politiques, ou les gens qui sont chargés de gérer tel ou tel secteur, ne fassent absolument aucune rétention de l'information. Tout doit être divulgué, sauf les secrets d'État. Bien sûr, il y a des choses que la loi elle-même empêche, dont la loi elle-même empêche la divulgation. Mais à part cela, tout le reste doit être accessible, et c'est comme ça que les sociétés fonctionnent, c'est comme ça que surtout que les sociétés progressent. Les sociétés progressent, et c'est comme ça que les opinions publiques sont rassurées, et qu'elles suivent la vie politique de leur propre pays, comme elles en ont le droit. Comme elles en ont le droit. Vous savez, un pays, c'est pas une gestion mystérieuse. C'est pas une gestion kabbalistique, c'est pas de la magie, c'est de la gestion ordinaire, qui doit être accomplie au vu et au su de tout le monde. Donc voilà pour la première question, enfin voilà pour le premier chapitre. Maintenant, le reste, aujourd'hui, comme l'a rappelé notre ami tout à l'heure en ouvrant le débat, nous sommes à proximité d'une échéance électorale très importante. Nous sommes à proximité d'une échéance électorale très importante qui vient tous les 5 ans, et il est normal que l'événement soit considéré comme être un événement considérable. C'est les élections les plus importantes du pays tous les 5 ans. Donc il faut tous les citoyens s'y intéressent, et les statistiques ont montré que les élections présidentielles sont celles qui font voter les citoyens beaucoup plus que les autres élections législatives ou les élections locales. Donc ça montre que le citoyen, à juste titre, s'intéresse de très près à l'élection présidentielle, parce que nous avons un régime présidentiel. C'est un régime présidentiel, donc le rôle du président de la République est extrêmement important, et son élection est un événement extrêmement important. Alors, voilà, les débats, je les ai suivis depuis quelques mois, je continue à les suivre. Moi, ce qui me chagrine en tant que juriste, ce qui me chagrine, l'opposition a le droit d'exister. Il n'est pas question qu'elle n'existe pas. L'opposition a le droit d'exister, mais l'opposition, au lieu de développer son programme, de nous exposer son programme, ses idées, ce qu'elle veut changer, ses ambitions, etc., elle s'est figée sur une seule question, la santé du président de la République. Et d'aucuns disent qu'ils ne doivent pas se présenter aux élections présidentielles. Alors là, je suis obligé de prendre position sur cette question, et je ne comprends pas pourquoi on veut empêcher une personne de se présenter aux élections présidentielles. Si elle est malade, c'est son affaire. C'est son affaire. C'est son affaire. Si le président de la République, en son âme et conscience, considère qu'il est en état de se présenter, eh bien, moi, j'ai aucune raison de douter de sa sincérité. Mais je n'ai absolument aucune raison d'essayer de l'empêcher de se présenter. Si quelqu'un qui se présente aux élections présidentielles, dont je ne partage pas les idées, eh bien, je ne vois pas pour lui. Mais je ne peux pas lui demander de ne pas se présenter. Parce que se présenter, c'est un droit. Pour lui, c'est un droit. La Constitution a été remodelée, a été changée sur ce point, et spécifiquement pour permettre la multiplicité des mandats. Donc, moi, je n'ai pas à lui faire interdiction de quoi que ce soit. Je constate qu'il est candidat. Eh bien, si je partage ses idées, je voterai pour lui. Si je ne partage pas ses idées, je voterai pour quelqu'un d'autre. Ou là, je m'abstiendrai, comme j'en ai le droit.
En plus de ça, il ne faut pas oublier une chose qui est fondamentale. Nous avons des institutions dans ce pays. Qu'est-ce que demande le code électoral en matière d'élection présidentielle? C'est que l'intéressé, le candidat, le postulant, présente un certificat médical attestant de sa possibilité de pouvoir exercer éventuellement la fonction de président de la République. Bon, alors, il y aura des médecins qui vont signer ce document. Et en plus de ça, l'institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel va admettre ou rejeter la candidature en fonction de ce dossier médical. Eh bien, laissons les institutions prendre leurs responsabilités et jouer le jeu qui est le leur, c'est-à-dire prendre leurs responsabilités et décider soit de rejeter la candidature pour des raisons de santé, soit de l'admettre si elles ont un certificat, si elles ont un dossier médical, si elles ont un médical qui l'atteste, que la mission est possible pour ce candidat, qu'il est possible à ce candidat physiquement et mentalement d'exercer la fonction de président de la République. Mais nous n'avons pas à devancer les événements, nous n'avons pas à nous agiter avant que cela ne se produise. Laissons les institutions jouer le rôle pour lequel elles ont été conçues. Faisons confiance aux médecins qui vont signer les certificats médicaux nécessaires, mais ce n'est pas la peine de nous agiter. Et surtout, il n'est absolument pas permis d'exiger de quelqu'un de ne pas se présenter ou de lui interdire de se présenter. À mon avis, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas respectable. Ce n'est pas respectable parce qu'il faut respecter. Tous les candidats sont respectables. Tous les candidats sont respectables. Et notamment lorsqu'il s'agit d'un ancien président de la République. Il est quand même, à mon avis, malvenu de vouloir interdire à un président de la République, un ancien président de la République, de se présenter. Il faut se présenter. Maintenant, si on ne partage pas ses idées, on ne vote pas pour lui. Je crois que c'est comme ça que les choses doivent aller. À mon avis, dans la démocratie normale, c'est comme ça que les choses doivent aller. On ne va pas s'agiter sur des questions qui en fait, représentent des faux problèmes. Le vrai problème, c'est que demain, est-ce que les électeurs vont se mobiliser et pour qui vont voter les électeurs? C'est ça le vrai problème. Maintenant, la question de la santé du président, c'est d'abord... nous n'avons pas à nous en occuper plus que le Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a quand même un respect qu'il faut montrer à l'égard d'une personne qui est pendant 3 mandats quand même à exercer la fonction de président de la République. Il a droit à notre respect. Je pense que les choses ne sont pas plus compliquées que ça et j'espère qu'elles continueront à aller dans cette direction, dans le respect mutuel. Tous les candidats sont respectables, mais personne n'a le droit d'interdire à quelqu'un d'autre de se présenter. Sauf si la loi le lui interdit, s'il a des empêchements juridiques, s'il est interdit d'éligibilité, d'accord. Si la charte pour la paix et la réconciliation nationale lui interdit, nous ne sommes pas d'accord, c'est la loi. Mais comme ça, Hakak décider de soi-même, un tel peut se présenter et l'autre ne doit pas se présenter, moi j'estime que ce n'est pas démocratique et il faut absolument revenir à la raison et continuer surtout dans la ligne du respect qui est dû à tous nos compatriotes et à tous les candidats à la présidence de la République. Moi j'ai vu qu'il y a plus de 85 ou 86 candidats à la présidence de la République, il ne m'est jamais venu à l'idée, moi personnellement, de vouloir interdire à qui que ce soit d'entre eux, bien que certains d'entre eux m'aient paru peut-être pas suffisamment qualifiés, mais c'est leur droit. Et il y a un droit, il faut le laisser s'exercer, et c'est l'électeur qui va sanctionner. Ce n'est pas à moi de sanctionner, c'est aux électeurs. C'est le bulletin de vote qui va sanctionner. Donc c'est comme ça que les choses, à mon avis, doivent aller dans un pays démocratique, enfin qui est sur la voie de la démocratie, telle que l'Algérie. C'est comme ça que les choses doivent être perçues, et c'est comme ça que les choses doivent être conduites, et c'est comme ça que les choses doivent se développer. Le respect avant tout, je pense que c'est absolument nécessaire pour la sérénité des débats, pour la sérénité des élections et pour le respect de tous les candidats. Donc voilà en ce qui concerne la deuxième question à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure par notre ami qui est intervenu avant moi. Il y a évidemment, je peux vous parler du rapport que nous faisons annuellement
à M. le Président de la République sur l'état de droit, la situation de l'Algérie en matière d'état de droit. Est-ce que c'est un pays qui progresse? Est-ce que depuis l'année dernière, nous avons fait des progrès? Est-ce que les choses se sont améliorées? Est-ce qu'elles ont régressé? Je vais vous donner les grandes lignes du rapport qui va être transmis à M. le Président de la République incessamment. Je pense que nous avons fait des progrès par rapport aux années précédentes. Les choses sont en train de s'améliorer, et notamment en matière de droits sociaux. En matière de droits sociaux, l'État algérien, l'État et le gouvernement sont en train de faire des efforts extrêmement importants pour satisfaire aux droits sociaux qui nous préoccupent. Et notamment en matière de logement, par exemple. En matière de logement, l'Algérie est un pays qui construit beaucoup et qui distribue des logements sociaux à des prix défiant toute concurrence. Aucun pays au monde, à ma connaissance. En tout cas, le rapporteur des Nations Unies sur cette question, lorsqu'elle est venue l'année dernière, a été sidéré. À TOD, nous avons constaté que l'Algérie construisait beaucoup des logements appréciables dans leur qualité, mais la seule chose qui l'a préoccupé, qui nous préoccupe également, c'était la façon dont étaient distribués ces logements. Beaucoup de citoyens se sont plaints. Il y a du favoritisme, il y a des familles qui répondent aux critères et qui doivent disposer d'une priorité, mais qui ne bénéficient pas en réalité de la priorité. Il y a des déviations, il y a du favoritisme, etc. Et ça pose question. Et c'est vrai que nous assistons régulièrement, à l'occasion des distributions des logements, à des manifestations ou à des mouvements d'humeur et de protestation de la part des citoyens. Il faut, à mon avis, que les choses changent dans la méthode avec laquelle doivent être distribués ces logements. Il y a d'autres pays qui ont connu les mêmes problèmes avant nous. Vous savez, nous, on n'a absolument rien inventé. Nous venons bien après d'autres pays. Il y a des systèmes qui ont été inventés, qui ont été mis sur pied dans d'autres pays. Chaque fois qu'il y a matière à distribution des logements sociaux, ce n'est pas une commission administrative simplement qui est chargée de choisir ou de désigner les candidats au logement éligibles et susceptibles de se voir remettre des clés. Ce n'est pas cette façon de faire qui est retenue. Au moins, ils ont choisi un autre système, celui de choisir des commissions composées de ce qu'ils appellent les grands citoyens. Dans toutes les villes, dans tous nos villages, il y a des gens remarquables par leur honnêteté intellectuelle, par leur réputation, par leur civisme, etc. Et ce sont ces gens-là qui sont désignés pour constituer la commission qui distribue les logements en fin de compte. Voyez-vous? Et je pense qu'il faut aller vers cette direction, parce que lorsque cette commission est composée de ce qu'on appelle ailleurs des grands citoyens, c'est-à-dire des gens irréprochables, lorsque la distribution est faite, il n'y a plus de contestation. Mais tant que l'on continuera à distribuer par le moyen d'une commission simplement administrative, il y aura toujours des mécontentements, parce qu'on imputera toujours à cette commission de favoriser telle catégorie ou telle catégorie de personnes par rapport à d'autres catégories. Ça, il faudra que les choses, qu'on y réfléchisse ensemble, avec notamment Monsieur le ministre du Logement, mais c'est un exemple, à mon avis, qui est important et qui peut faire cesser, si vous voulez, tout ce problème qui accompagne la distribution des logements sociaux que l'État construit. L'État également fait d'autres efforts en matière de santé publique. C'est vrai que nous avions un déficit extraordinaire, mais l'État a mis les moyens financiers nécessaires pour que les choses s'améliorent, et ça c'est très important. L'État fait des efforts. Je pense que ces efforts vont être concrétisés pour que nos hôpitaux et notre médecine, dans sa qualité, soient améliorés d'une manière substantielle. Substantielle parce que nous étions arrivés à un stade qui était devenu totalement inadmissible. La qualité des soins dans notre pays était devenue telle que les gens étaient effrayés par les hôpitaux.
défrayés par les hôpitaux parce qu'ils étaient mal tenus, parce qu'ils étaient mal propres, parce que les instruments étaient toujours en panne, parce qu'il y avait des grèves, parce que... Enfin, bref, c'était un secteur qui était sinistré et qui ne fonctionnait plus. Des dispositions sont prises quand même actuellement pour que les choses changent et pour que la médecine algérienne redevienne une médecine extrêmement respectable, comme elle l'était dans les années 70, par exemple. Je me souviens que les gens, notamment du Maghreb, venaient ici en Algérie pour se faire soigner. Les gens venaient de Tunisie, du Maroc, pour se faire soigner en Algérie, tellement la qualité de la médecine était appréciable. Malheureusement, les choses se sont depuis lors détériorées. Il faut que nous revenions au standing qui était le nôtre auparavant, parce que ce dont je suis persuadé, et qui est une vérité que chacun d'entre nous peut vérifier, nous avons dans le secteur médical des hommes et des femmes, des médecins et des professeurs, des femmes et des hommes dans le secteur paramédical qui sont d'une compétence remarquable, qui sont très appréciés. Quand je pense, et vous le pensez, vous le savez très bien, aussi bien que moi, qu'il y a à peu près plus de 5000 Algériens qui exercent comme médecins en France. Vous vous rendez compte qui portent à bout de bras les hôpitaux français, alors que les choses vont mal. Il faut que cette politique soit révisée, il faut que le secteur de la santé publique revienne ce qu'il était, il faut qu'il s'améliore, et nous avons la possibilité financière et la volonté politique, et nous avons les hommes et les femmes capables de faire en sorte que les choses reviennent à la normale et que nous ayons une médecine de qualité. Comme nous avons dans le secteur judiciaire également des hommes et des femmes qui sont capables de rendre une justice de qualité. Une justice de qualité. Il y a des magistrats remarquables, il y a hommes et femmes, il y a des textes qui sont d'une modernité incroyable. Le problème c'est l'application. Souvent l'application n'est pas correcte. Et donc il faut faire en sorte que les choses s'améliorent dans leur qualité, et notamment en matière judiciaire. Et comme l'a annoncé notre ami tout à l'heure, moi personnellement, ça fait des années que je lutte pour que soit revue la politique de la détention préventive dans notre pays. Il faut revenir à la normale, c'est-à-dire il faut revenir à l'application correcte des textes. Il y a dans ce pays un abus de détention préventive, ce qu'on appelle des détentions provisoires. En fait, c'est de la détention préventive. Il y a un abus manifeste. La loi dit que la détention préventive est une mesure exceptionnelle sur le plan de la procédure. Elle est devenue une mesure systématique, c'est-à-dire que c'est l'inverse, le contraire du principe légal qui est appliqué. Je parle en matière correctionnelle, en matière délictuelle. En matière criminelle, les choses sont graves. La détention préventive provisoire s'impose par elle-même. On ne peut pas laisser un criminel rester chez lui ou la déambuler dans la rue, il risque de récidiver. Mais je parle de la correctionnelle, et notamment de la petite correctionnelle. La petite correctionnelle, des délits comme ça, ordinaires. Malheureusement, nos prisons sont remplies de gens qui sont en détention préventive pour des délits ordinaires, à raison desquels ils encourent des peines d'emprisonnement, souvent avec sursis, souvent ils encourent des relax. Donc il faut absolument que cette politique soit revue et que nous revenions à la réalité des choses, à la réalité judiciaire et juridique des choses, c'est-à-dire une application correcte de la loi. Il faut que le magistrat apprenne à ne pas avoir peur, à libérer quelqu'un et à ne pas emprisonner quelqu'un lorsqu'il lui est présenté. Je le dis souvent lorsque je plaide, parce que moi, ma profession est celle d'être un avocat. La principale fonction d'un juge, ce n'est pas de mettre les gens en prison, c'est de les libérer. Ce n'est pas du tout la même chose. Ne doivent être mis en prison que les gens dangereux, les gens qui ne présentent pas les garanties suffisantes, les gens qui sont capables de récidiver. Mais les autres, non. Les autres, il faut les laisser en liberté. Maintenant, lorsqu'ils arrivent devant le juge du fond, et si leur culpabilité est retenue, et si après l'exercice des voies de recours, leur culpabilité est maintenue, à ce moment-là, la peine est exécutée à leur encontre, il n'y a pas de discussion possible. Mais il ne faut pas que la détention préventive devienne une peine
préalable dont peut décider avant jugement le juge d'instruction, lui-même, tout seul, dans le secret de son cabinet. Ce n'est pas possible, parce que la loi ne lui permet pas ça. La loi ne lui permet pas ça. Et je vous rappelle simplement qu'un juge d'instruction, c'est un juge intermédiaire. Le juge d'instruction ne juge jamais le fond de l'affaire. Il instruit, c'est tout. C'est-à-dire qu'il continue le travail de la police. C'est tout, il continue le travail de la police. Bon, il recherche les indices, il entend les parties, etc. C'est un juge intermédiaire. Ce n'est pas lui qui prend la décision. La décision, elle est prise par le juge du fond, c'est-à-dire par le juge du tribunal correctionnel, lorsque l'affaire vient à être jugée devant la loi. Et à ce moment-là, le juge, celui-là, le juge du fond, s'il considère que la personne est coupable et qu'il lui inflige une peine d'emprisonnement, à ce moment-là, personne n'a plus le droit de discuter. C'est la loi qui s'applique dans toute sa correction. Et si nous faisons l'économie de cet abus de détention provisoire, je vous assure que plus de la moitié des gens détenus seront immédiatement libérables. Parce que nous avons actuellement plus de 55 000 personnes en état d'incarcération dans nos prisons. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays comme l'Algérie. Vous savez que la France, dont la population est double de celle de l'Algérie, il y a 60 à 65 000 personnes incarcérées. C'est trop. Maintenant, nous avons trop de personnes incarcérées et nous avons des problèmes de surpopulation carcérale. Nous sommes en train de construire, c'est vrai, des prisons modernes, c'est juste, mais ce n'est pas la solution. La vraie solution, c'est l'application correcte de la loi. Donc voilà un créneau sur lequel il faut continuer à se battre, parce que il touche aux libertés individuelles, parce qu'il touche à la qualité de la justice, parce qu'il touche à la vie quotidienne de chacun d'entre nous. À la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Nous, il ne s'agit pas pour nous d'encourager le crime ou d'encourager l'infraction. Pas du tout. Ce n'est pas notre but. Pas du tout. C'est même le but du contraire. Mais il faut agir avec discernement. Il faut appliquer la loi avec toute la rigueur et la correction voulue sur le plan de la détention provisoire, mais ne pas exagérer en matière de détention préventive, parce que la détention préventive, c'est quelque chose de très préjudiciable. La personne peut perdre son emploi, toute sa famille est perturbée, ses enfants sont perturbés, et finalement, peut-être, souvent, en fin de compte, au bout du rouleau, lorsqu'on arrive au procès, eh bien, on ne trouve pas grand-chose. Donc, il faut être très précautionneux, très méticuleux, et ne pas abuser de la détention provisoire, comme nous l'avons dit, et comme nous le souhaitons. Inch'Allah, les choses s'améliorer. J'en ai beaucoup discuté dernièrement avec M. le ministre. Il est de mon avis. Il comprend parfaitement que la loi doit s'appliquer avec la correction voulue, sans le moindre excès. Parce que tout ce qui est excessif est exécrable. Tout ce qui est excessif est exécrable. Le laxisme, il est exécrable, mais l'excès de rigueur, ça n'est qu'est exécrable. Donc il faut adopter une voie moyenne, raisonnable, de façon à ce que les choses soient équilibrées pour tout le monde et que chacun se sente en sécurité et non pas livré à l'arbitraire ou à la mauvaise humeur d'un juge d'instruction qui peut décider comme ça, un peu à la légère, de l'incarcération d'une personne, alors que cette mesure ne s'imposait pas. Oui, si vous voulez, nous passons au débat. Je suis... نعم مشاهدينا، كما تابعتم الآن الكلمة التي ألقاها أقول فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والتي تكلم عن عدة مجالات كالإعلام وحق الإنسان أو حق الإعلاميين في اكتساب ونشر المعلومة. كما أيضا تكلم عن الانتخابات، وقال قسنطيني أن رئيس الجمهورية له كل الأحقية من أجل الترشح لعهدة رابعة من غير النظر أقول عن الصحة، فإن لم يرى نفسه هو مؤهلا للترشح لن يترشح. وقال فاروق قسنطيني أن الرئيس بوتفليقة له كل الأحقية وفي الترشح لانتخابات 2014. نعم، هذا. وتكلم أيضا عن الاقتصاد، حيث تحدث عن مشاريع السكن وأحقية وحق الإنسان في حصوله على السكن اللائق. كما تكلم أيضا عن الصحة، وقال قسنطيني أن الدولة تعمل جاهدة لتطوير هذا القطاع، ومشيرا أو لمح أن الجزائر كانت تعيش فيما سبق وكان لديها قطاع في الصحة جيد جدا. هذا. وتكلم أيضا عن العدالة، وقال قسنطيني أن يجب من واجب العدالة أن تضع وتصنع الأمن والأمان بين المواطنين، وأن تعطي لكل ذي حق حقه.
إذن كانت هذه أهم النقاط التي تطرق إليها فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان. نعود الآن للأسئلة التي يطرحها بعض الصحفيين لفاروق قسنطيني. Me rassembler pour dire un tel n'a pas le droit de se présenter, moi j'estime que c'est totalement négatif et en tout cas c'est totalement contraire à la démocratie. C'est totalement contraire à la démocratie. Je me rassemble pour développer mes idées, d'accord, mais pas pour interdire à quelqu'un, qui que ce soit d'ailleurs, qui que ce soit pour interdire à quelqu'un de se présenter. Puisque la Constitution lui permet de se présenter. Pourquoi voulez-vous que moi je puisse m'arroger le droit de lui interdire de se présenter, alors que la Constitution le lui permet? Non, chouïa. Cela étant, moi je suis pour la liberté, attention, je suis pour la liberté, mais dites-vous bien que Alger, la capitale, a un statut spécial qui est soumis à une réglementation. Vous avez vu que le bureau du FLN lui-même, dès lors qu'il n'a pas reçu l'autorisation administrative préalable de se réunir dans un endroit, ne s'est pas réuni. Alors c'est pour vous dire, bon, la loi elle s'applique à tout le monde. Mais moi, à mon avis, on n'a pas à se réunir pour empêcher quelqu'un de se présenter. C'est pas un motif. Écoutez, ceux qui se réunissent justement sur ce sujet-là portent atteinte à la liberté. Comment voulez-vous protéger, au nom de la liberté, des gens qui refusent l'exercice d'une liberté? C'est quand même terrible. Non. Je me réunis pour autre chose. Pour dire, ben oui, tel candidat a des idées, je les défends, elles sont positives, elles sont ça d'accord. Mais pour empêcher Flair ou la Feltan de se présenter, moi je pense que ce n'est pas un motif sérieux. En tout cas, ce n'est pas un motif démocratique. محمد سليماني قناة ميديا نيوز. أستاذ قسنطيني، ما رأيك في من يشككون يعني الحالة الصحية لرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أنه غير قادر على ممارسة يعني مهامه، خاصة وأنه من يعني الموانع التي تمنع رئيس الجمهورية من ممارسة، من بينها يعني المانع الصحي. إذا يقال أو يتداول أن الحالة الصحية للرئيس يعني هو غير قادر، بدليل أنه رأي يعني ما يراج في الشارع أنه لماذا حتى الآن لم يعني يخرج الرئيس في خطاب يعني للشعب، لأن الشعب يريد أن يسمع الرئيس، يريد أن يستأنس به من هذا الباب. هذا من جهة. من جهة ثانية، ما هي قراءتكم أستاذ حول تصريح حمروش أمس من عدم يعني ترشحه للرئاسيات، من جهة، وتصريحاته حول أن الوضع في انسداد، كون أنه يعني هناك احتكار للسلطة على حد قوله، ويعني كل هذا سيؤدي، وطبعا أيضا عدم إعطاء فرصة للشباب يعني يكون هناك تجدد بين الأجيال. يعني ما هي قراءتكم لتصريحات حمروش؟ Je crois que c'est pas les droits de l'homme. C'est pas les droits de l'homme, mais je vais répondre en deux phrases. C'est vrai que ça, c'est éminemment, c'est des questions fondamentalement politiques. La question, je vais répondre à ça, m'a fait aïb. Quand il y a un malade et une maladie, moi je suis pour le malade et je suis contre la maladie. Je ne soutiens pas la maladie contre le malade. Je soutiens le malade contre la maladie. هذا هو الموقف تاعي أنا فيه هذه الأولى. ثانيا، كما كنت نقول سابقا، الأطباء اللي رايحين يمضيوا الملف هما اللي راح ياخذوا المسؤولية، هما راح يقولوا لنا إلى الحالة تاعو تسمح وما تسمحش، هما يقولوا. احنا من بعيد ما نقدرش نعطي رأي في حالة صحية تاع إكس تاع فلان وفلتان من بعيد، وخاصة اني مانيش مختص، انا مانيش طبيب. دونك نستناو الامضاء تاع الشهادة الطبية اللي تكون في الملف لمرافق الترشيح تاع المترشح. ثانيا نستناو كذلك الموقف تاع المجلس الدستوري، هو اللي يقبل او يرفض. انا مسبقا هكذا ما نقدرش نحتج، أنا مسبقا شيني نقدر
نقوله هو نتمنى للمترشح انها يرجع لصحته الجديه كما نتمنى لكل مريض، لا اقل ولا اكثر. ولكن المستقبل كشاف نشوفه، بصح مسبقا هكذا انا ما نعاقب حتى واحد. جو نو بو با دير باللي فلان اللي كابابل اللي با كابابل، مانيش مؤهل. ثانيا ما عنديش الملف تاعو، ما نقدرش. نشوفوا من بعد نشوفوا واش يقولوا الاطباء واش يقول المجلس الدستوري. نصوم داكور. اما فيما يخص سي حمروج هو انسان محترم، ما فيه حتى مشكل. انسان محترم عطاه رايه، لا باس. انا بيرسونيلمون خذيت اشهاد على التصريحات تاعو، نعتبرها معقوله جدا، ما فيها حتى مشكل. الا ما يترشحش نتاسف الا ما ترشحش نتاسف، باسكو سوري تي ان بلوس بور لا ديموكراسي. Ça aurait été un plus pour la démocratie. Je préfère quelqu'un qui se présente qu'à quelqu'un qui s'abstient de se présenter, d'autant plus qu'il a des idées à développer, quelqu'un de respectable. Il aurait été le bienvenu, si vous voulez. Maintenant, moi je respecte sa décision. أنا نحترم الموقف تاعو، ما نقدرش نحتج عليه. نتأسف فقط على ما كان، خاطرش كان مشاركة تاعو كانت تكون على كل حال فيها فائدة بدون شك للديمقراطية، وفيها فائدة للانتخابات بحد ذاتهم. حبة المصداقية تاع الانتخابات، فائدة المصداقية تاع الانتخابات. يا للأسف واش تحب، كل واحد حر، يا للأسف الشديد. ولكن أنا ما نحتجش عليه من حقه. الشق الثاني من السؤال أنه يعني يقال أن الوضع في الجزائر إلى انسداد، يعني كما ذكرت قليلا. يعني برأيك خاصة لو ربطنا ذلك بالحقوق الإنسان، يعني الشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان يعني بصفة عامة، والشباب يعني نعطي الفرصة للشباب. هو يعني في التصريح نتاعو قال أنه هناك انسداد في الجزائر، لأنه السلطة تبقى دائما يعني تحتكر هكذا. إذن كما تتابعون الآن مشاهدينا بعض الأسئلة التي يجيبها عليها رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، والذي لمح وتكلم عن حق رئيس عبد العزيز بوتفليقة في الترشح لعهدة رابعة. أنا يا سيدي كاين حاجة لازم نتفاهموا عليها. أنا أبدا ما رانيش ضد الشبان. الشبان هما المستقبل تاع الجزائر، كيف راه نكون ضدهم؟ من المستحيل. نتمنى أنها يبرزوا ويجوا يقودوا الأمور. لا يمكنني، راك عارف التاريخ تاعنا تعرفوا، والامور مشات هكذا. يا للاسف الشديد ان شاء الله تتغير. ورئيس الجمهوريه بحد ذاته قالها في صديق، هكا ودي الجيل تاعنا طاب جنانه، فهمتي؟ واش يقول؟ صافي دير بلي ودي يلزمنا ربما المشعل نعطوه للجيل اللي راه تابع. هذا شيء طبيعي، وهذا شيء حقي، وهذا شيء مش حاجه، سي كيك شوز دو توتالمون ليجيتيم. Moi, je ne comprendrai pas qu'une génération, aussi respectable qu'elle puisse être, puisse monopoliser le pouvoir pendant des décennies. Il faut absolument laisser la place à la génération qui suit. Rani n'en parle pas. Et pourquoi il n'en parle pas? Je ne comprends pas pourquoi il n'en parle pas. C'est ça qu'il faut, c'est ce dont il faut débattre. Comment résoudre le chômage? En France, par exemple, actuellement, le seul débat, c'est le chômage. Le seul débat, c'est la production, etc. Et là, on n'en parle pas. Gadine, on s'est accroché à une seule question. Peut-il se présenter, ne peut-il pas se présenter? Subhanallah. C'est les vrais débats, les vrais problèmes, ils sont là. Et depuis longtemps, malheureusement. Ils sont là depuis longtemps. Maintenant, moi, quand je parle de la presse d'argent, celle qui fait les titres et les grosses de la rôle pour dénigrer tout simplement. Il y a une presse de dénigrement. Oui, elle est un public, mais je n'approuve pas. Je n'approuve pas. Moi, je lis la presse tous les matins. Je ne vois que du négatif. À telle enseigne que je me demande pourquoi je me suis levé. Il n'y a pas que du négatif dans ce pays. Il y a des choses qui sont positives, qui ont été faites depuis longtemps. On ne les prend pas en considération. On prend que ce qui est négatif. Là, chouïa, il faut quand même équilibrer les choses. Moi, je ne demande pas que la presse soit en train de louer le gouvernement à longueur d'année, ou là de le flatter, ou là de lui cirer les chaussures. Pas du tout.
Mais il ne faut pas faire dans le dénigrement systématique. On dénigre tout. Non, on ne dénigre pas. On ne doit pas dénigrer tout. On doit être équilibré. On doit informer avec le maximum d'objectivité. Voilà. Pour le reste, vous avez parfaitement raison. Et ce que je regrette, moi, actuellement, c'est qu'il n'est jamais débattu des vrais problèmes que vous venez d'évoquer. Il est débattu de toute autre chose. Et ça, ce n'est quand même pas digne de notre pays. Nous avons ici des hommes et des femmes qui sont capables d'élever les débats, d'affronter les débats et d'apporter des solutions, de suggérer des solutions. Nous avons des hommes et des femmes qui sont capables. Le temps. Oui. نعم، كما تتابعون هناك سؤال أخير لفاروق قسنطيني حول حقوق الإنسان والديمقراطية، فنتابع. Et on a répondu à la question. La presse marocaine a dit aujourd'hui que l'Algérie a maltraité les réfugiés syriens sur les camps de la Eh bien, c'est inexact. C'est parfaitement inexact. Ça, le Maroc, ça fait des mois et des mois qu'il ne cesse de nous agresser verbalement. Hein? Bezef. C'est pour ça que moi, j'ai dit il y a un mois à peu près qu'il faut peut-être songer à la rupture de nos relations diplomatiques avec ce pays, parce que Kafar Alina. Bezef, c'est trop. L'Algérie est un pays respectable. On n'a pas à être agressé comme ça, à tout bout de champ, par le même pays qui est un État cannabis. Un État cannabis. C'est un narco-État. Il nous fait la morale. Non. L'Algérie, c'est un pays respectable. On doit se faire respecter. Moi, je suis pour le Maghreb. Je n'ai rien contre le peuple marocain. C'est un peuple frère. بصح شويه نقول لك سيدي وتعرف قدرك نديروا حد الامور هذه ما خلونا في والو لا شويه بزاف عليهم c'est trop. تفضل استاذ. Vous venez de parler de cette phrase. نعم، كما تتابعون مشاهدينا يبدو أن الأسئلة ما زالت متواصلة وتطرح لرئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، فنتابع. Ça m'arrive de suivre les journaux télévisés de 20 heures. Là, c'est à Karouk, je suis nostalgique, je lève du parti. Quand je lis une certaine presse parapublique, publique et parapublique, c'est le même sentiment. Et quand vous dites, deuxième remarque, quand vous dites que le débat était faussé, est-ce que vous ne croyez pas que, justement, le débat, le fait qu'il soit faussé, c'est voulu par l'ONU? C'est justement pour noyauter, pour éviter de débattre, justement, des bilans, des programmes des Indes. Vous ne pensez pas, justement, que la déviation du débat a été sciemment entreprise? Parce que vous donnez l'impression de le dire que sur une partie. Alors que, de l'autre côté, c'est pas aussi reluisant que... Mais je ne dis pas que c'est reluisant. Moi, je n'ai pas dit que c'est reluisant, ni directement, ni à contrario. Je dis qu'il faut être objectif dans l'information et qu'il ne faut pas être excessif, ni d'un côté, ni d'un autre. Moi, je ne suis pas Danek pour la presse qui cire les chaussures. Danek, ce n'est pas une presse qui est digne de ce nom. Il faut de l'objectivité. Et l'objectivité, c'est ça qui est fondamental et essentiel, et c'est ça qui fait avancer la démocratie. Voilà, c'est comme ça. نعم، كما تابعتم الآن نهاية هذه الندوة الصحفية، وإذا أن كما تابعتم مشاهدينا خلال هذه الندوة الصحفية التي قادها فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحقوق الإنسان، يبدو أن ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة كان من أهم المواضيع والأسئلة التي طرحت خلال هذه الندوة، وهذه الندوة كانت بعيدة نوعا ما عن الأسئلة فيما يتعلق حقوق الإنسان والديمقراطية. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام